OTAN contre la Russie. Si une guerre totale éclatait un jour entre ces deux parties, ce serait probablement la guerre la plus destructrice jamais menée. Cela signifierait que la deuxième armée la plus puissante du monde serait opposée à la plus puissante. Les États-Unis et 31 autres nations, dont le Royaume-Uni, la France, la Turquie et l'Italie, comptent parmi les 10 armées les plus puissantes. Sur le papier, la Russie n'aurait aucune chance. L'Alliance possède un net avantage en ressources, main-d'œuvre et armement, probablement trop grand pour que la Russie le surmonte dans une guerre conventionnelle. Une guerre nucléaire entre les deux camps aboutirait presque certainement à une destruction mutuelle assurée. Pourtant, malgré sa supériorité actuelle, l'OTAN entend devenir encore plus puissante. Les membres de l'OTAN ont accepté d'augmenter fortement leurs dépenses de défense, passant d'environ 2 du produit intérieur brut à environ 5 sur la prochaine décennie, en améliorant nettement l'interopérabilité, la logistique, la surveillance et la cybersécurité. Alors examinons de plus près à quel point l'armée de l'OTAN est massive, comment elle se compare à la Russie, et quelles sont ses failles. Cette campagne de réarmement vise à combler ces lacunes dès maintenant. L'une des meilleures descriptions de la puissance de l'OTAN ces dernières années vient de l'ancien chef d'état-major britannique, l'amiral Satoni Radikin, récemment retraité. Lors de son discours principal à la conférence sur la sécurité de Chatham House à Londres en février 2024, il a affirmé que la Grande-Bretagne est en sécurité. Nous sommes en sécurité grâce à l'OTAN, la plus grande alliance mondiale, et parce que nous sommes une puissance nucléaire responsable. Le fait inévitable est que toute attaque ou incursion russe contre l'OTAN entraînerait une réponse écrasante. Les forces aériennes de l'OTAN, 3 fois supérieures à celles de la Russie, obtiendraient vite la supériorité aérienne. L'OTAN bloquerait la marine russe dans la mer de Barents et la Baltique. Comme l'Ukraine a repoussé la flotte de Crimée, l'OTAN compte 4 fois plus de navires et 3 fois plus de sous-marins que la Russie. C'est une alliance qui devient de plus en plus forte. Elle est passée de 30 à 32 nations en accueillant la Finlande en 2023 et la Suède en 2024. Son produit intérieur brut collectif est 20 fois supérieur à celui de la Russie, et son budget de défense 3 fois et demi plus élevé que celui de la Russie et de la Chine réunis. En outre, l'OTAN profite d'une profondeur stratégique accrue, grâce à plus d'1 milliard d'habitants, et reste une alliance nucléaire. Il n'a pas tort sur ces points, et il a même omis quelques autres domaines, où l'OTAN surpasse largement la Russie. Prenez par exemple la main-d'œuvre, et les ressources humaines sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour renforcer et reconstituer les rangs en temps de guerre. La plupart des estimations situaient la taille des forces armées russes en 2025 à environ 35 millions de personnes au total. On ne sait pas clairement si ce chiffre prend en compte les lourdes pertes subies pendant la guerre en Ukraine. Cependant, avec des taux de conscription apparemment stables, ils ont peut-être réussi à maintenir ou même à augmenter leurs effectifs. Il est difficile de le dire. Ce chiffre comprend environ 13 millions de soldats actifs, avec 2 millions de réservistes supplémentaires, et 250 000 dans des unités paramilitaires. En comparaison, les forces combinées de l'OTAN comptent plus de 865 millions de personnes, soit presque 25 fois plus. L'avantage est à peu près similaire dans les 3 catégories. L'OTAN compte environ 344 millions de soldats actifs, 43 millions de réservistes, et environ 876 000 forces paramilitaires. Quant à la capacité des deux camps à augmenter leurs effectifs à l'avenir, l'écart est encore plus marqué. La Russie compte près de 141 millions d'habitants. Environ 46 millions sont aptes au service, et 126 millions de jeunes hommes atteindront bientôt l'âge militaire. Cela correspond au nombre de soldats actuellement en service actif. Ainsi, avec des forces armées potentielles 135 fois supérieures aux forces armées actuelles, la Russie dispose d'une capacité considérable pour enrôler un très grand nombre de personnes dans les forces armées si nécessaire. L'OTAN compte 980 millions d'habitants, soit presque 7 fois la population russe. Parmi eux, 365,3 millions sont aptes au service, et 116 millions le seront bientôt. En d'autres termes, les membres de l'OTAN utilisent actuellement une proportion bien plus faible de leur population dans leurs forces armées, ce qui donne à l'OTAN la capacité d'augmenter ses effectifs presque 44 fois. Si besoin est, un avantage de plus de 3 fois sur la Russie. Bien sûr, comme le dit le vieil adage, une armée marche sur son estomac. Plus vous avez de force, plus il faut de financement pour les rendre efficaces. Les ressources financières et économiques
pour soutenir une armée, sans parler d'une guerre, ont toujours été un élément aussi important de la guerre que la main-d'œuvre et les armes. Et à cet égard, l'avantage de l'OTAN sur la Russie est encore plus grand lorsqu'on l'ajuste en fonction de la parité de pouvoir d'achat, ou parité de pouvoir d'achat. Le produit intérieur brut de la Russie est d'environ 58 000 milliards, avec un budget de défense de 126 milliards, le troisième plus important de tous les États-nations, en parité de pouvoir d'achat. Détermination où les flux monétaires sont mesurés dans leur devise d'origine, pas en dollars. Les dépenses de défense russes ne représentent que 2% du produit intérieur brut, ce qui est dérisoire pour un pays en guerre majeure. Même avec le modèle du produit intérieur brut nominal, mesurant en dollars américains, cela reste à environ 7% seulement. La Russie possède également des fondamentaux économiques sous-jacents assez solides, malgré tous ces problèmes liés aux sanctions. Avec des réserves de change et d'or de plus de 597 milliards, elle a également une dette extérieure de 3176 milliards. C'est seulement 54% du produit intérieur brut ajusté, en parité de pouvoir d'achat, alors que le produit intérieur brut en parité de pouvoir d'achat de l'OTAN est presque 10 fois plus élevé, à plus de 57 000 milliards. Son budget de défense combiné dépasse les 138 milliards, avant même la hausse des dépenses à laquelle ses membres se sont engagés, avec un ratio légèrement supérieur à celui de la Russie. À 24, les membres de l'OTAN disposent de réserves de change et d'or combinées de plus de 3128 milliards, soit plus de 5 fois celle de la Russie. Cependant, elle a une dette extérieure de plus de 69 milliards, soit environ 82% du produit intérieur brut. Cela signifie qu'il sera plus difficile et coûteux pour l'OTAN de réunir les fonds pour mener une guerre. Cependant, alors que New York, Londres, Francfort, Paris, Rome et d'autres marchés financiers de l'OTAN dominent, et que la Russie est presque totalement exclue du système financier mondial occidental, c'est en fait l'inverse qui est vrai. Il est désormais bien plus difficile pour la Russie de lever des fonds à l'étranger. Point final. Passons maintenant à l'équipement militaire. L'OTAN domine également dans les 3 catégories traditionnelles de puissance aérienne, navale et terrestre. Les forces aériennes de l'OTAN disposent d'un total de 20 376 aéronefs, contre 4 292 pour la Russie, soit un avantage presque 5 fois supérieur. L'OTAN possède 6 fois plus d'avions de chasse, presque 2 fois plus d'avions d'attaque, 3 fois plus d'avions de transport et plus de 7 fois plus d'avions de mission spéciale. 5 fois et demi plus d'hélicoptères et près de 30 fois plus d'avions ravitailleurs. En plus d'un énorme avantage quantitatif, il y a aussi un avantage qualitatif significatif dans plusieurs domaines. En ce qui concerne la formation des pilotes et la capacité opérationnelle, les pilotes de l'OTAN volent généralement beaucoup plus d'heures par an, environ 3 fois plus que la moyenne des pilotes russes, ce qui conduit à une supériorité en matière de compétences tactiques et de préparation. Cet avantage en formation est accru par les systèmes avancés de commandement, contrôle et communication de l'OTAN, facilitant des opérations conjointes et une meilleure coordination entre les forces aériennes, terrestres et de défense aérienne. Malgré 4 ans de guerre en Ukraine, qui ont amélioré certains processus, les forces russes ont toujours eu des difficultés technologiques dans ce domaine. L'OTAN possède un avantage décisif en matière d'avions de chasse de 5e génération, avec 20 membres européens de l'OTAN, engagés à exploiter le F-35 Lightning II aux côtés de la plateforme américaine, qui offre des capacités avancées de furtivité, capteurs, fusion et guerre en réseau, alors que la Russie a développé le Sukhoi 57, mais il n'est pas vu comme un vrai chasseur de 5e génération selon les standards occidentaux, et n'a eu qu'une utilisation limitée au combat, avec davantage d'appareils dans chaque catégorie. Les forces aériennes de l'OTAN bénéficient également d'une gamme plus large de moyens avancés, notamment des ravitailleurs en vol, des plateformes de reconnaissance, des moyens de guerre électronique, qui sont essentiels pour des opérations soutenues dans des environnements contestés. La puissance aérienne de l'OTAN bénéficie du système de navigation par satellite Galileo, jugé supérieur au GLONASS russe, ce qui améliore précision et fiabilité opérationnelle. Ces avantages combinés en termes de taille de flotte, de formation, de technologie, d'intégration et de système de soutien donnent à l'OTAN un avantage qualitatif décisif et une capacité de combat aérien supérieure à celle des forces aériennes russes. La situation se reflète également sur et sous les vagues, avec près de 24 000 miles de littoral. Sans surprise, la Russie possède l'une des plus grandes marines du monde.
La Russie compte environ 419 coques au total, avec un tonnage naval combiné de plus de 126 millions de tonnes. Ce total comprend un unique porte-avions problématique, 10 destroyers, 12 frégates, 83 corvettes et 63 sous-marins. Nous en reparlerons dans un instant. 123 patrouilleurs hauturiers et 47 navires de guerre des mines. En comparaison, l'OTAN dispose de 2689 coques au total, ce qui lui donne un avantage de 65 fois sur la Russie. Le tonnage total de la flotte de l'OTAN est inconnu, mais avec 17 porte-avions contre un seul pour la Russie, l'avantage semble nettement plus marqué. De plus, l'OTAN possède 13 porte-hélicoptères, alors que la Russie n'en a aucun, ainsi que 101 destroyers et 128 frégates, soit plus de 10 fois plus que la Russie. La Russie compte un peu plus de corvettes, 83 contre 69 pour l'OTAN. Mais l'OTAN garde un net avantage avec 147 sous-marins. L'OTAN compte aussi 497 patrouilleurs hauturiers et 180 chasseurs de mines, soit un avantage environ 4 fois supérieur dans chaque catégorie. L'OTAN possède aussi un net avantage qualitatif en mer, comme dans les airs. Bien que dans ce cas, les différences soient largement déterminées par des doctrines stratégiques divergentes, des capacités technologiques et des priorités géographiques. La doctrine de l'OTAN met l'accent sur la puissance, la projection, l'interopérabilité entre alliés et les opérations en haute mer, à travers l'Atlantique, la Méditerranée et au-delà. La Russie, en revanche, se concentre sur la domination régionale, les capacités asymétriques et la défense en profondeur, en particulier dans des zones contestées comme la mer Baltique et la mer Noire. Cela n'a pas vraiment bien marché pour eux. En mer Noire, où la guerre de drones menée par l'Ukraine a forcé ce qui reste de la flotte à se replier depuis les environs de la Crimée, plus à l'est, le long de la côte russe de la mer Noire. En revanche, l'avantage qualitatif de l'OTAN réside dans les groupes aéronavals, les systèmes avancés de lutte anti-sous-marine et les structures de commandement intégrées. Alors que la Russie compense avec de puissantes flottes de sous-marins, des missiles anti-navires à longue portée et des réseaux de défense côtière. Il n'y a aucune comparaison possible entre les deux en matière de projection de puissance. Les 17 porte-avions et 14 navires d'assaut amphibies de l'OTAN permettent des opérations aériennes et amphibies à grande échelle, loin de leurs eaux territoriales. La Russie n'a qu'un vieux porte-avions Admiral Kuznetsov, peu efficace au combat, et aucun porte-hélicoptères amphibies, montrant sa priorité à la défense côtière plutôt qu'à la guerre expéditionnaire. La Russie bénéficie d'un avantage qualitatif dans le domaine des sous-marins, surtout les sous-marins d'attaque furtifs à propulsion diesel électrique et nucléaire, comme les classes Hormuz-Varchov, Yanka et Yesen, conçus pour la lutte anti-sous-marine et les mers confinées. Ces 12 sous-marins lanceurs d'engins assurent la capacité de seconde frappe nucléaire. L'OTAN n'a davantage de sous-marins. Dans l'ensemble, elle dépend fortement des sous-marins de classe Virginia et Ohio américains, tandis que les alliés européens contribuent à rente avec des flottes plus petites et axées sur des régions spécifiques. Cependant, les réseaux intégrés de lutte anti-sous-marine de l'OTAN, combinant patrouilles maritimes, avions, sonars et coordination alliée, offrent une détection et une réaction supérieures. En surface, la flotte de l'OTAN est non seulement plus avancée technologiquement, mais aussi plus grande. Par exemple, nombre de ses destroyers et frégates. Les destroyers United States Ship Ali Burke et F-100 espagnol disposent du système Aegis et de défense aérienne longue portée, protégeant la flotte, contrant les missiles balistiques et permettant des frappes. La Russie a moins de navires de surface, mais ils sont très armés, comme les frégates Amiral Gorchkov. Elles sont équipées de missiles de croisière hypersoniques Zircon et de missiles de croisière d'attaque terrestre Calibre, comblant ainsi l'écart en termes de puissance de frappe, malgré leur nombre réduit. L'OTAN dispose d'une meilleure construction navale, d'infrastructures de maintenance supérieures et d'investissements R&D, surtout visibles aux États-Unis et au Royaume-Uni. L'Alliance est en tête dans les systèmes sans pilote, la guerre électronique, l'intégration et la guerre en réseau. La Russie, elle, subit des retards persistants dans la modernisation et une production limitée. Mais elle privilégie des capacités asymétriques, comme les missiles hypersoniques et les sous-marins furtifs, pour compenser ses désavantages numériques et structurels sur Terre. La comparaison donne des résultats assez surprenants. Le nombre d'équipements est plus équilibré,
Et la Russie a même un avantage numérique dans certaines catégories, malgré ses pertes massives en Ukraine. La Russie maintient une flotte de plus de 130 et 1000 véhicules militaires au total, comprenant environ 5750 chars, 3000 systèmes de lance-roquettes multiples ou multiples launch-rocket systems, et plus de 13 000 pièces d'artillerie. L'OTAN possède près de 11 500 chars, soit 2 fois plus que la Russie, mais compte un tiers de systèmes, multiples launch-rocket systems en moins, 1977, et environ 20 pièces d'artillerie de moins, 10 279. Encore une fois, les chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Les forces terrestres de l'OTAN se distinguent par leur accent sur le combat conventionnel de haute intensité, leur technologie avancée et leur interopérabilité entre les États membres, ce qui leur confère un avantage qualitatif significatif dans des domaines tels que le commandement et le contrôle, la précision, les capacités de frappe et les opérations interarmes. L'Alliance bénéficie également d'une logistique supérieure, d'une grande mobilité et de la capacité à renforcer rapidement les forces déployées en avant par voies aériennes, maritimes et terrestres. Malgré les défis posés par les capacités russes d'interdiction d'accès et de déni de zone, A2 et GAD, dans des régions comme Kaliningrad, en revanche, les forces terrestres russes mettent l'accent sur la mobilité, la puissance de feu et la capacité à mener des opérations interarmes à grande échelle, en particulier près de leurs frontières. Bien que la Russie ait réduit l'écart qualitatif avec l'OTAN en matière de capacité conventionnelle depuis 2008 grâce à des réformes militaires et à la modernisation, ces forces rencontrent encore d'importants défis en matière d'entraînement, de morale et de préparation logistique. La capacité de l'armée russe à mobiliser massivement et à soutenir un long conflit est jugée limitée, et son efficacité au combat a été remise en question en Ukraine. Malgré des signes d'adaptation de l'armée à la guerre moderne, notamment par l'usage des drones. En effet, bien que les nombreux échecs de la Russie en Ukraine soient bien documentés, le fait qu'un très grand nombre de ses forces et la grande majorité de ses systèmes aient désormais une vaste expérience du combat donne potentiellement à la Russie un avantage considérable. L'engagement au combat de l'OTAN avait été limité après son retrait d'Afghanistan en 2021, ainsi que plus récemment de Syrie et d'Irak. Il reste une question, peut-être la plus pertinente. La guerre menée par la Russie en Ukraine a-t-elle définitivement affaibli sa capacité à mener une guerre au-delà de l'Ukraine, par exemple en envahissant les États de Balte? Ou bien est-ce que le début d'une longue conquête impérialiste? Les avis divergent largement. Certains experts estimant que la Russie est une force épuisée dont l'effondrement n'est qu'une question de temps. Beaucoup alertent sur la nécessité pour l'OTAN de se préparer à une guerre prochaine avec une Russie renaissante. En effet, beaucoup semblent partager ces deux points de vue en même temps. La contradiction logique dans cette position est évidente. Comment la Russie peut-elle s'effondrer tout en se préparant à envahir l'Europe? Il n'y a qu'une seule façon pour que cela ait un sens logique, et c'est si l'OTAN est dans un état encore pire que la Russie. Comme vous pouvez le voir d'après les chiffres que nous avons présentés jusqu'à présent, ce n'est tout simplement pas vrai. Donc peut-être que la vérité est qu'aucune des positions initiales n'est vraie non plus, c'est-à-dire la Russie ne s'effondre pas et ne prépare pas d'invasion de l'Europe. Vladimir Poutine affirme que la Russie ne prévoit pas d'attaquer ou d'envahir l'Europe, et que ses actions en Ukraine visent à prévenir ce qu'il considère comme une menace existentielle pour la Russie de la part de l'OTAN, qui s'étend jusqu'à sa porte en Ukraine. Bien sûr, son invasion de l'Ukraine a directement poussé la Finlande, longtemps neutre, à rejoindre l'OTAN, mettant ainsi effectivement l'OTAN à sa frontière nord. Mais la position de la longue frontière de la Russie avec l'Ukraine, ainsi que les inimitiés de longue date et les relations compliquées entre les deux nations, rendent sans aucun doute la présence de l'OTAN en Ukraine une perspective beaucoup plus difficile. Si l'estimation actuelle de 900 000 hommes pour les forces ukrainiennes est juste, leur ajout à celle de l'OTAN augmenterait l'avantage de l'OTAN d'environ un quart. La Russie possède des atouts face à l'OTAN que Moscou pourrait utiliser pendant que l'OTAN renforce encore ses forces, selon son nouveau plan de réarmement. En particulier, les défenses aériennes de l'OTAN contre les attaques de drones et de missiles sur son flanc, et constituent un point faible. Comme révélé lors de la vague d'incursions de drones en Europe, la plupart auraient été lancés depuis le territoire des pays concernés. De nombreux États membres manquent de défense efficace, et dans certains cas, de politiques pour lutter efficacement contre ce type d'attaques hybrides. Sans parler du type d'essaim de drones et de missiles auxquels l'Ukraine doit faire face plusieurs fois par semaine. Cependant, avec la construction accélérée d'un mur de drones, aidé par l'expertise de l'Ukraine en matière de guerre par drone,
Cette lacune est en train d'être comblée lorsque cela est possible. L'avantage restant de la Russie est temporaire. Dans les missiles hypersoniques, la production de drones de toute taille et la nouvelle gamme d'armes nucléaires dites super-armes de la Russie comme les systèmes Bouravesnik, Adichnik, Poséidon, Avangard et Sarmat. Si ces systèmes fonctionnent comme on le prétend, ce qui est loin d'être certain à ce stade, ils représentent un avantage qualitatif que l'OTAN ne peut pas encore égaler. Malgré des armes similaires en développement, la Russie conserve actuellement une avance décisive. Le fait est que, à l'exception de l'Aryachnik, ces nouvelles super-armes russes sont toutes des armes à capacité nucléaire. C'est la partie la plus inquiétante d'un possible affrontement entre l'OTAN et la Russie, vu la nette supériorité de l'OTAN en armes conventionnelles. La Russie envisagerait-elle une guerre conventionnelle, des manœuvres, des raids aériens ou des frappes de missiles? Ou est-ce qu'elle passerait directement à des frappes nucléaires avec son immense arsenal nucléaire? Sachant que, comme l'a expliqué l'amiral Radikhin, une guerre conventionnelle mènerait presque certainement à une défaite dévastatrice pour la Russie. Poutine a récemment laissé entendre ouvertement cette possibilité. « Nous ne ferons pas la guerre à l'Europe, je l'ai répété. Mais si elle veut nous combattre, nous sommes prêts », a déclaré Poutine à Moscou, avant les pourparlers de paix avec la délégation américaine. Cette déclaration a été largement relayée dans la presse occidentale, mais presque tous ont omis ce qu'il a dit. Suivant. Si l'Europe commence soudainement une guerre contre nous, je pense qu'elle se terminera très rapidement. Ce n'est pas l'Ukraine. Avec l'Ukraine. Nous agissons avec une précision chirurgicale et soin. Ce n'est pas une guerre au sens direct et moderne du terme, a-t-il déclaré, ajoutant que si l'Europe entre en conflit avec la Russie, Moscou n'aura bientôt plus personne avec qui négocier. C'est un signe clair que si un conflit OTAN-Russie devient cinétique, la Russie ne compte pas s'enliser. Dans une guerre conventionnelle, il est extrêmement improbable de gagner. Cela va devenir nucléaire et rapidement. Espérons ne jamais devoir vérifier si Poutine bluffe vraiment à ce sujet. Maintenant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications. Merci d'avoir regardé.